Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition du 19h45 sur la télévision du monde. Voici les titres pour l'édition de ce soir. Il fait froid à Douala et même au-delà, les nuits sont plus longues et plus froides. L'Observatoire national sur le changement climatique fait le point et rassure. Les détails dans un instant. Le centre de formation professionnelle d'excellence a ouvert ses portes ce jour dans le cadre de sa traditionnelle journée portes ouvertes placée sur le thème « L'apport de la ville dans le développement du comportement des jeunes ». Mesdames et messieurs, rebonsoir et bienvenue une fois de plus. Il fait froid à Douala et même au-delà. Les nuits sont plus longues et de plus en plus froides. L'Observatoire national sur le changement climatique fait le point et rassure. Le récit, c'est avec Patrick Ngoignan. Deux risques majeurs sont annoncés sur le plan climatique dans les prochains jours. L'Observatoire national sur les changements climatiques tire la sonnette d'alarme sur les risques d'augmentation des températures maximales dans les régions de l'extrême nord, de l'Adamawa, du centre et de l'est pendant 10 jours du 11 au 20 mars prochain. Les températures dans ces régions seront supérieures à 30 degrés et marquées par une augmentation du nombre de jours avec des nuits chaudes dans certaines localités situées sur la bande des régions du littoral, du sud-ouest et du sud. L'ONCC annonce aussi des risques de diminution des températures maximales marquées par une augmentation du nombre de jours avec des nuits froides par rapport à l'historique dans de nombreuses localités des régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa. Suite à une forte diminution des températures minimales due à l'influence de le froid. Un risque d'enregistrer des cas d'inondation dans certaines agglomérations des régions du littoral, du sud-ouest, du nord-ouest, du centre et du sud, suite aux fortes pluies qui pourraient être observées dans les dites zones avec le démarrage des saisons des pluies. Deux risques majeurs. Avril est la date butoir qui avait été donnée aux occupants qui occupaient les trottoirs de la ville d'Aqua pour libérer les lieux. Ces derniers jours, ces populations vivent en toute quiétude en prononçant d'autres raisons de déguerpir. Charles Fisselanier pour plus de détails. Répondre aux besoins des entreprises nationales et multinationales par une formation adéquate et adaptée. Voilà l'objectif visé par le Centre de formation professionnelle d'excellence, CFPE, qui a ouvert ses portes ce jour aux entreprises et apprenants, dont 1200 sont déjà formés par le centre. Avant de mettre sur pied les référentiels de formation, le ministère passe toujours par l'analyse de la situation du travail en ressortant les compétences qui sont demandées par les entreprises. Donc, à la fin de conception des référentiels, quand le ministère met déjà sur pied des formations, c'est pour répondre aux besoins des entreprises. L'objectif de cette cérémonie, présidée par le maire de ville, Roger Bassadinet, est de rassurer le grand public sur la crédibilité du centre, conforter les visiteurs sur la qualité des formations dispensées et des services disponibles. Le monde évolue et il faut continuellement adapter nos formations aux besoins réels de ces entreprises qui sont en train d'évoluer chaque jour. Ce qui fait qu'il peut toujours avoir des moments où nos formations ne s'adaptent pas aux besoins des entreprises. C'est pour ça que nous disons aux entreprises aussi d'être en contact permanent à travers les partenariats avec les structures de formation qui forment des ouvriers qui demain vont travailler avec ces entreprises. Placé sur le thème « L'apport de la ville dans le développement des compétences des jeunes », la 3e édition des journées portes ouvertes du CFPE de Douala, qui a débuté ce jour, s'achève le vendredi 19 mars prochain. Du mois de mars confirme le retour de la petite saison de pluie, ce qui ne semble pas pour le moment faire bouger les populations qui ne sont surtout pas influencées par la dite saison. C'est un récit que nous propose Charles Fisselanier.
Fin février, début mars marque l'arrivée des premières pluies au Cameroun. Considérée comme la petite saison des pluies, celle de cette nouvelle année semble plus virulente. On aura donc enregistré de très fortes pluies ces derniers jours dans les deux grandes métropoles, à savoir Douala et Yaoundé. Pour la ville de Douala, connue pour sa vulnérabilité face aux pluies, l'aspect versatile du climat ne semble pas encore changer les habitudes des populations qui vaquent sereinement à leurs occupations sans véritablement se prévenir d'une quelconque pluie qui pourrait tomber à tout moment. Quelques personnes un peu plus averties et prudente se dirige tout de même vers ce rare comptoir de parapluie ici au quartier Aqua. Ne vous fiez surtout pas à ce comptoir à parapluie. Il n'est surtout pas né de la dernière pluie. Je suis vendeur de parapluies, donc je vends les parapluies, je ne distingue pas de saison. C'est-à-dire qu'il y a certaines parapluies que nous vendons là, qui sont les parapluies de l'année passée. Mais déjà les Chinois importent déjà les parapluies. Donc dans les magasins chinois, il y en a déjà les parapluies. Comme moi, par exemple, moi, je suis spécialisé dans la vente des parapluies. J'ai des parapluies à 10 saisons. Et je suis saisonnier. J'ai vu les saisons de pluie vont finir. On va mettre au magasin et continuer à autre chose. Et comme la ville. Tout comme cette boutique où on retrouve ces chaussures dites de saison, elles y sont visiblement exposées dans l'espoir de trouver preneur et non à cause de la dite saison de pluie. Les accessoires contre la pluie sont pour le moment bien rares, chose qui laisse croire que la saison des pluies est certes là, mais les populations ne sont pas encore dans la saison. Il fait froid à Douala et même au-delà, les nuits sont plus longues et plus froides. L'Observatoire national du changement climatique fait le point et rassure. C'est un récit que nous propose Patrick Ngouagnan. Deux risques majeurs sont annoncés sur le plan climatique dans les prochains jours. L'Observatoire national sur les changements climatiques tire la sonnette d'alarme sur les risques d'augmentation des températures maximales dans les régions de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa, du centre et de l'est pendant 10 jours, du 11 au 20 mars prochain. Les températures dans ces régions seront supérieures à 30 degrés et marquées par une augmentation du nombre de jours avec des nuits chaudes dans certaines localités situées sur la bande des régions du littoral, du sud-ouest et du sud. L'ONCC annonce aussi des risques de diminution des températures maximales marquées par une augmentation du nombre de jours avec des nuits froides, températures minimales dues à l'influence de l'harmattan couplé au vent frais en provenance du Moyen-Orient. L'Observatoire préconise de se mettre régulièrement au chaud pour se protéger contre le froid. Un risque d'enregistrer des cas d'inondation dans certaines agglomérations des régions du littoral, du sud-ouest, du nord-ouest, du centre et du sud, suite aux fortes pluies qui pourraient être observées dans les dites zones avec le démarrage des saisons des pluies. Le 4 avril est la date butoir où il a été indiqué aux commerçants qui occupaient abusivement les trottoirs d'Aqua du quartier d'Aqua dans le 1er arrondissement. Pour ces derniers, pour le moment, refusent de bouger en évoquant d'autres raisons. C'est un récit que nous propose Charles Fisselange. Aqua, centre-ville de la ville de Douala, connu pour ses multiples activités commerciales, ce quartier situé dans le 1er arrondissement de la région du littoral aura réussi à donner au quartier Aqua la réputation d'une cité commerciale, surtout avec la présence de la forte activité marchande des Chinois. À Aqua, on vend tout et partout. D'ailleurs, ici, le moindre centimètre de trottoir est exploité en comptoir, chose qui aura suscité la visite du maire de la ville qui a tenu à rappeler à ses commerçants qui occupent anarchiquement le trottoir à revenir à la raison, celle d'un vrai citoyen qui respecte les installations urbaines et les codes civiques. À titre de rappel, le maire de la ville, dans le cadre d'un projet qui visait à restituer les trottoirs aux piétons, avait fait une descente surtout dans la zone d'Aqua afin de sensibiliser ces derniers qui doivent voir dans quelle mesure ils quitteront les trottoirs d'ici le 4 avril 2021. Un discours qui semble ici croiser le fer avec une autre réalité. Non, c'est pas comme ça, ça ne donne pas. Regardez le marché, tout le monde sait que les vendeurs, il n'y a pas d'acheteurs. Finalement, nous, on va aller où? Si on peut attaquer agressé, on va dire qu'on a agressé. Alors, ou non? Vraiment, laissez-nous nous débrouiller un peu, parce que vraiment, ça ne donne pas. Il n'y a pas l'emploi au Cameroun. On ne sait pas comme ça pour vendre les pieds pour avoir un peu d'argent pour aller mourir les enfants avec. Mais on ne donne pas, papa, pardon, laissez-moi. Nous, on ne peut plus reculer par derrière. Parce que depuis des années que nous sommes ici, si on dit directement qu'on quitte, on sait là où nous partons. Pour pas derrière, on ne peut pas faire la force avec l'État. Il faut qu'ils comprennent aussi que
nous avons une famille, on ne court pas derrière, on laisse l'espace comme... Ce qui nous ont dit que ce qui est sûr, que nous n'avons plus occupé les pollutions, on doit libérer le trottoir. Moi, je leur ai répondu que oui, nous sommes un peu devant, mais on peut toujours reculer par derrière là, et laisser le trottoir. Puisque nous n'encombrons pas comme ceux des vendeurs de chaussures qui mettent même sur la chaussée. Retrocéder le trottoir aux piétons demeure ici une mer à boire pour les autorités de la ville de Douala. On a pour souvenir une campagne du même ordre lancée par le dernier délégué du gouvernement de la ville de Douala, dont le résultat est inévitablement le confort dont semblent jouir les commerçants qui occupent en ce moment les trottoirs dans la ville de Douala. Affaire à suivre. Le préfet du département de la MIFI a procédé au lancement officiel démonstratif IMO dans la commune d'arrondissement de Bafoussam 2e. C'est un récit proposé par Frédéric Moutomé et Hébert Kouamo. C'est un véritable calvaire pour les populations de l'arrondissement de Bafoussam 2e qui éprouvent des difficultés à se mouvoir à cause de l'état de dégradation avancée des axes routiers de cette unité municipale. Réputé grenier agricole du département de la MIFI, les agriculteurs de la dite commune peinent à écouler des champs vers les villes et les marchés, le fruit de leur dur labeur. Ici, là, vraiment, nous souffrons beaucoup pour transporter les choses sur Bafoussam. Avec l'état de la route et l'état de la route ici là, nous souffrons beaucoup quand l'enfant tombe malade pour que nous amenons l'enfant en ville. Tu ne dois pas facilement trouver de voiture, ni trouver vite des motos. Pourquoi nous récoltons les choses au champ là pour transporter à Bafoussam? Tu peux même faire 2 semaines par manque de voiture. Nous souffrons trop. La route est vraiment impraticable. Il y a des fois quand il pleut le matin comme ça, on fait même 3 jours avant d'arriver. La distance, bon, c'est un truc de 15 km. D'ici quelques mois, ces difficultés ne seront plus qu'un triste souvenir et pour cause, le projet IMO entendait haute intensité de main-d'œuvre du ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire a vu le jour dans cette commune. 3 ouvrages socio-économiques seront réalisés pour améliorer la mobilité et la circulation sur certains tronçons et renforcer ainsi les infrastructures scolaires et qui vont générer au finish 250 emplois directs, atténuant à préciser le maire de la commune de Bafoussam 2e qui a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude au gouvernement de la République. L'occasion d'adresser avec emphase toute notre reconnaissance à l'endroit des pouvoirs publics qui ont favorablement répondu à notre demande en inscrivant notre commune parmi les bénéficiaires de ces modèles d'accompagnement des collectivités territoriales décentralisées. En lançant officiellement la réalisation de ces projets suivant l'approche IMO, le préfet du département de la MIFI a invité tous les acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre de ces projets à jouer pleinement chacun en ce qui le concerne son rôle. Des initiatives qu'il faut soutenir parce que l'approche IMO haute intensité de main-d'œuvre permet de réaliser les économies. Et c'est pour ça que nous sommes ici, justement, pour nous assurer de ce que les techniques de l'approche IMO seront effectivement réalisées sur le terrain et surtout que ces projets vont prospérer pour le bien-être de nos populations de l'arrondissement de Bafoussam 2e. Ces projets qui viendront donner un visage reluisant à la commune d'arrondissement de Bafoussam 2e ont un délai d'exécution de 10 mois. Ouvrages à réaliser. Il s'agit du pavé et l'assainissement du tronçon Carrefour usine Profac, Carrefour chefferie supérieure Balin de 872 mètres linéaires. De la construction d'un bloc de 3 salles de classe et d'un bloc administratif avec l'aménagement d'une aire de jeu à l'école publique de Sainte. De la construction d'un bloc contenant 2 salles pour la maternelle et un bloc administratif avec l'aménagement à la cour de récréation et de la latrine à l'école publique de Balachot. En rappel, l'approche IMO, approche innovatrice, a été initiée par le gouvernement de la République pour apporter une solution au chômage des jeunes en utilisant la main-d'œuvre locale, les matériaux locaux et les petits équipements pour la réalisation des infrastructures relevant du budget d'investissement public.
Mouvement d'humeur des enseignants ce mercredi matin au collège Susanna à Douala 3e. Les enseignants en grève rejoints par les élèves qui réclament des aérés de salaire mais également des meilleures conditions de travail. C'est un récit que nous propose Frédéric Moutomé. Il n'y a pas eu cours ce mercredi dans l'enceinte du collège polyvalent Susanna, situé dans l'arrondissement de Douala 3e. Au cœur du mouvement d'humeur des enseignants, la revendication des meilleures conditions de travail. Nous décrivons ici une situation qui met l'enseignant, c'est-à-dire au fond de la pyramide. L'enseignant est malmené, l'enseignant est aliéné, l'enseignant est tellement ahuri, de telle sorte que quel qu'en soit ce qu'il fait, quelles qu'en soient les efforts qu'il produit, n'est-ce pas, le seul rendement qu'il a, n'est-ce pas, c'est l'aliénation et l'assujettissement. Les enseignants que nous sommes, c'est avec les larmes au cœur que nous plaignons. Nous travaillons toutes les semaines, mais lorsqu'il faut en faire possession de notre étude, nous n'entrons malheureusement pas en possession de la totalité. Pour certains, ils sont pour perdre, n'est-ce pas, tout ce qu'ils ont pu travailler, totalisant à cela à un compteur 0,01. Alors nous nous demandons si l'enseignant, en tant que noble et personne à respecter dans la société, est traîné dans la boue par les administrateurs, par les autorités même, c'est pour que des gens nous quasi-nus. Mais malheureusement, tout ce que nous recevons en retour, n'est-ce pas, c'est l'indifférence, le mépris le plus absolu. La tension déjà perceptible dans cet établissement depuis quelque temps, à raison des mois d'impayés de salaire, a même débouché à la tenue d'une réunion de conciliation qui malheureusement n'a pas porté ses fruits et qui a donc contraint ces seigneurs de la craie à manifester ce mercredi dans la scène de l'établissement. Après avoir tenu la réunion avec l'administration et le représentant de la coopérative, où il était convenu qu'on devait restituer le salaire des enseignants intégralement, y compris même l'argent de la mutuelle, avec les autres points à l'ordre du jour, à savoir l'émargement de tous les enseignants qui devaient faire pour aujourd'hui. Au-delà de ça, il fallait également tenir compte ici de tout ce que les enseignants réclament. Alors nous sommes aujourd'hui, nous sommes déjà à 15h, à 16h. Aucune résolution n'était entamée pour qu'on montre à l'enseignant que sa voix était comprise. Le mouvement d'humeur, suivi par les élèves du collège polyvalent Susanna de Douala 3e, semble désormais se radicaliser du fait du mépris des responsables de l'établissement à en croire ces enseignants grévistes qui par ailleurs ont décrété l'arrêt total des cours dans cet établissement privé. Nous sommes en train de dire, à compter de ce soir jusqu'à demain, il n'y aura plus cours au collège polyvalent Susanna. Si le salaire intégral des enseignants n'est pas payé, si leur argent de la mutuelle, puisqu'on voulait même accepter que l'argent de la mutuelle soit payé à la fin de ce mois, demain, si l'argent de la mutuelle ne sort par les 18 000, si l'enseignant n'est pas payé intégralement, les TD, les coûts sont finis à Susanna. Ceux qui sont autour de moi, ce ne sont pas les vendeurs de chaussures, ce ne sont pas les vendeurs de tomates, ou les vendeurs ou les vendeurs de piments, ce sont les enseignants, les intellectuels, qu'on cherche à rouler dans la boue comme le porc, alors que cela prenne fin. Et alors que nous quittions l'enceinte du collège polyvalent Susanna de Douala 3e, au plus fort de ce mouvement d'humeur qui paralyse désormais cet établissement privé, les responsables du dit établissement n'ont pas daigné s'exprimer à nos micros pour donner leur version des faits. En santé à présent, lutte contre la pandémie de la Covid-19, le délégué régional de la santé publique pour le littoral en visite de travail et d'évaluation dans la ville de Konsamba, le docteur Mambo Maka Albert est allé saluer le personnel de santé en deuil. C'est un reportage que nous propose Jean-Jean Mayedna et Chaton Valoyenne. En visite de travail dans le chef-lieu du département du Mungo, c'est un délégué régional de la santé publique pour le littoral, aux côtés du personnel de santé de cette circonscription administrative pour mobiliser ces troupes et galvaniser davantage ces acteurs du terrain en ce temps de résurgence de la pandémie à coronavirus.
Tout autant, je voudrais vous féliciter pour le travail que vous faites tous les jours dans les conditions qui sont difficiles et que nous tous nous connaissons, et vous encourager à redoubler d'efforts, à faire corps avec votre hiérarchie et surtout à nous faire part de toutes les difficultés que vous rencontrez chacun à son niveau, pour qu'ensemble nous puissions toujours évoluer et barrer la voie à cette maladie, et que des spectacles comme ceux-ci puissent s'arrêter, ne soient pas légion dans nos formations sanitaires. Vous êtes au front tous les jours. Je voudrais vous exhorter à beaucoup d'attention, parce que vous sachiez déjà que c'est vous qui êtes les prophètes qui doivent dire à la population de quoi il s'agit, que cette maladie elle est là, qu'elle est dangereuse, et c'est vous qui devez prêcher aussi par le bon exemple, à travers déjà les 3 premières méthodes qui sont les mesures barrières, la distanciation, je vois que vous la respectez, le port du masque, que je vois que vous respectez, mais le bon port du masque qui couvre le nez tout le temps, ainsi que la bouche, et aussi le lavage des mains ou la désinfection des mains. Et au cours de cette séance de travail entre le patron de la santé de la région du littoral et le comité directeur de l'hôpital régional de Nkonsamba et du district de santé de la même ville, il ressort que sur 1000 personnes testées au Covid-19 en Nkonsamba, 4 patients sont décédés, parmi lesquels un personnel de santé. Parmi les plus de 1000 personnes qui ont été testées, nous avons perdu 4 personnes, y compris un personnel de santé. Et ça nous a beaucoup affecté. Et la descente du monsieur le délégué était aussi de venir nous réconforter après cette coup dur. Parce que perdre un personnel de santé, ça démoralise le personnel. Je crois que la visite sur haute instruction du monsieur le ministre lui-même a permis de remonter le moral de la troupe, de personnes en charge, de personnes souffrant de le Covid, ici dans le district de santé de Nkonsamba. Dépourvu de centre spécial de prise en charge des personnes testées positives au coronavirus, hormis le centre d'isolement, la situation globale actuelle sur la riposte contre la pandémie du Covid-19 impose de nouvelles mesures. L'espace est un peu petit parce que c'est souvent rempli à 75-100% chaque jour, ce qui nécessite vraiment, comme nous avons dit au monsieur le délégué, dans notre centre de prise en charge, au moins se prendre les cas légers, les cas modérés, et un système de référence qui permet d'évacuer rapidement les cas qui sont inquiétants. Pour le reste, qui ne peut pas avoir une place dans le centre d'isolement actuel, ces personnes-là sont suivies dans les domiciles régulièrement pour s'assurer que l'évolution est bonne et au cas où la situation se détériore, ils seront hospitalisés ou évacués à Douala. En prenant congé de l'hôpital régional et de district de santé de Nkonsamba, le docteur Mambomaka Albert a invité ses collaborateurs et le corps médical à maintenir le cap et d'insister sur le respect des mesures barrières pour barrer la voie à la pandémie du coronavirus dans le Mungo. À l'image des autres régions du Cameroun, le Sud fait face à une montée en puissance de la pandémie de Covid-19. Entre non-respect du port du masque, non-respect de la distanciation sociale et l'absence des seaux d'eau, la population du Sud semble ne pas prendre en compte l'ampleur des ravages de cette maladie. C'est un récit que nous proposent Jean-Jean Yetna et Serge Kigné. La cité capitale de la région du Sud ne semble toujours pas mesurer le danger que représente la pandémie à coronavirus, malgré les multiples messages de sensibilisation et de rappel des autorités administratives sur le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour stopper net
cette maladie, des populations de cette partie du pays ne semblent pas concernées du port du masque de protection en milieu public. Je veux la liberté au Cachemire, en sortant de la misère. Est-ce que vous êtes au courant de la pandémie? Oui. Je suis au courant. Dans certaines administrations publiques, de retour des seaux à robinet et du savon est effectif, y compris le port du masque obligatoire. Il y a des affiches qui ont été collées d'un peu partout là. Nous avons aussi fait une mise en place de seaux anti-Covid, de l'eau potable et du savon. Nous avons préféré le savon parce que c'est plus hygiénique comme ça par rapport au gel. Et en tant que point focal, j'ai préféré déjà prendre un bureau tout juste à l'entrée. Parce qu'il fallait surveiller les entrées et les sorties, surtout les entrées. Parce qu'il y a certains usagers, lorsqu'ils arrivent, ils font semblant de ne pas voir les affiches. Donc lorsqu'ils entrent et je les reçois à l'accueil, je m'assure qu'ils portent déjà leur cache-nez et qu'ils rentrent aussi laver leur nom pour ceux qui n'ont pas effectué cela avant de les recevoir. Et bien sûr, la distanciation est de mise. Il y a le corona dehors et tout le monde sait, même les petits enfants connaissent qu'il y a le corona dehors. Donc c'est pour me protéger et avec mes proches aussi, qui sont proches de moi et ma famille aussi, c'est pour me protéger avec tous mes entours. C'est pour ça que j'ai mon cache-nez toujours et mon gel hydroalcoolique toujours. Donc c'est une chose qu'on ne blague pas, c'est vraiment sérieux, le corona est dehors, ça ne blague pas. Donc je ne blague pas aussi avec mon cache-nez. Du côté du chef de district de santé de Bolova, la situation est préoccupante. À ce jour, l'on dénombre plus de 1300 cas positifs, plus de 900 cas de guérison, pour plus de 200 décès, avec un personnel de santé infecté de plus de 800, soit 6,38%. Les zones les plus touchées étant la cité balnéaire de Krébé, avec plus de 150 cas actifs, et San Mélima, plus de 70 cas actifs, d'où l'urgence de revoir la stratégie de riposte. Et récemment, avec la décision du ministre de l'enseignement secondaire, nous allons entrer dans les établissements scolaires pour le dépistage systématique des enseignants et dans une mesure des élèves. Et de façon ciblée, surtout les élèves parce qu'ils sont très nombreux, on ne peut pas dépister tout le monde d'emblée, mais on va faire un dépistage ciblé chez les enfants, en fait chez les élèves dans les établissements scolaires dans le district de santé. C'est donc une région du sud Cameroun très malade, d'où une invite à plus de responsabilité de la part des populations face à cette pandémie qui fait rage et ne cesse de décimer les familles au quotidien. En économie à présent, la Banque africaine de développement projette un rebond de la croissance économique en 2021. L'institution financière panafricaine a fait cette projection dans son rapport 2021 sur les perspectives économiques en Afrique pour 2021. Frédéric Motomé pour plus de détails. Publié le 30 janvier 2021 dernier, dans un supplément aux perspectives économiques en Afrique, la Banque africaine de développement prévoit un rebond de croissance économique en Afrique de 3% en cette année en cours. À en croire l'institution financière, la croissance devrait rebondir à 3% en 2021 contre moins 3,4% dans le pire des scénarios pour 2020. D'ailleurs, ce rebond ne peut se réaliser que si les gouvernements parviennent à juguler la propagation de la pandémie Covid-19. Ces perspectives de croissance économique pour 2021 et au-delà dépendent largement de l'efficacité de ces gouvernements africains à aplatir la courbe de l'épidémie et des politiques de réouverture des économies. Dans le continent noir, seuls 21 pays sur 54 ont des moyens de faire face aux épidémies. Si les gouvernements ne font plus d'efforts, près de 49 millions d'Africains pourraient être plongés dans l'extrême pauvreté avec près de 30 millions d'emplois sur le point de disparaître à cause de la pandémie Covid-19, en particulier en Afrique de l'Ouest,
et en Afrique centrale, à en croire les révélations faites par la Banque africaine de développement dans son rapport. Et pour réouvrir les économies, les décideurs politiques doivent adopter une approche progressive et graduelle qui évalue soigneusement les compromis entre la reprise trop rapide de l'activité économique et la préservation de la santé des populations. Ils doivent également renforcer la confiance et l'adhésion du public et s'attaquer au goulot d'étranglement structurel qui rendent le continent noir véritablement vulnérable au choc futur. Parlons sport à présent. Lions indomptables du Cameroun, le SATU peine à prendre corps. Les cadets répondent aux abonnés absents avant même le prochain regroupement ici à Douala. Plus de détails avec Moïse Bal. Véritable casse-tête chinois pour le tennisien portugais Tony Conceição qui doit devoir attendre le regroupement de Douala pour se faire une idée précise sur les arrivées des professionnels. Pour certains qui boudent de la sélection nationale, à l'instar du capitaine Eric Maxime Choupo-Moting, qui est de plus en plus invisible. Idem pour Nicolas Nkolo. Toutefois, d'autres ont trouvé des raisons valables pour justifier leur absence. Seulement, jusqu'à présent, rien ne présage un lendemain meilleur au sein des Lions indomptables du Cameroun qui sont toujours à la recherche de leurs repères. Le squelette de l'équipe nationale fanion du Cameroun n'est pas encore disponible à la faveur des multiples défections qui vont se présenter et qui vont rendre davantage la tâche plus rude au tennisien portugais qui a plus que jamais du pain sur la planche et qui a du mal à imprimer sa véritable marque. À l'international, à présent, l'on s'intéresse à la guerre oubliée du Tigré en Éthiopie. Le bruit des bombes s'est tué à Woukro, mais pas la douleur des habitants. Dans cette localité du Tigré, on n'a jamais cessé de pleurer ces morts. Chaque jour ou presque, des civils sont tués. Le mois dernier, ce père a perdu son fils de 15 ans. La guerre s'intensifie. Maintenant, elle se concentre sur les civils. Des enfants de 15 ans sont tués et des jeunes filles sont violées. La guerre ici est pourtant censée être terminée. Les autorités éthiopiennes ont officiellement proclamé la fin des combats le 28 novembre dernier. Mais sur place, on affirme le contraire. Viols, maisons pillées, habitants tués chez eux, les témoignages glaçants se succèdent. Nous avons perdu la paix et nous ne pouvons plus nous déplacer librement. Nous sommes tués par des soldats érythréens et par l'armée du commandement du Nord. Des soldats éthiopiens mais aussi érythréens qui terrorisent les habitants de Woukro. Depuis la prise de la ville par les forces pro-gouvernementales, ils patrouillent à chaque coin de rue et tuent ceux qu'ils suspectent d'être des sympathisants du Front de libération du peuple du Tigré. Impossible de chiffrer précisément ces exécutions, mais plus de 80 corps ont déjà été enterrés derrière cette église orthodoxe. Qui est venu voir ce qui se passe ici ? Les médias disent que la guerre a cessé et que la paix est rétablie. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de paix. Localité au visage autrefois animé, Woukro est aujourd'hui défiguré. L'hôpital tient lui encore debout, mais il est détruit à 75%. Les médecins continuent pourtant d'y soigner les blessés. Nous recevons constamment des patients blessés par la guerre. Ce sont tous des civils. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de guerre au Tigré, je considère que c'est une blague. Dimanche dernier, les États-Unis ont pour la première fois dénoncé un nettoyage ethnique au Tigré. Le gouvernement éthiopien dément, lui, toute exaction dans la région. Toujours à l'international, au Mali, plus de 30 soldats ont été tués. On devrait continuer d'augmenter. Dans un communiqué publié hier, les forces armées maliennes parlaient de 31 morts. Elles parlent cet après-midi de 33 morts, 14 blessés et 11 disparus de leur côté. D'après une source sécuritaire, il s'agirait d'une attaque de l'EIGS, l'État islamique, dans le Grand Sahara. L'attaque a eu lieu lundi à la mi-journée. Le contingent malien attaqué était en route pour assurer la relève du poste de sécurité de Pessit, une localité située à une 60aine de kilomètres d'Assengo, dans le nord-est du Mali, près des frontières du Burkina Faso et du Niger. Les localités de Pessit et Assengo se trouvent à proximité de la RN17, un axe important et stratégique qui relie les villes de Gao au Mali, Niamey au Niger. Alors le
contingent malien a été pris dans une embuscade alors que les militaires venaient de traverser le fleuve Niger. Par la route, les forces armées maliennes, en situation à ce moment-là de vulnérabilité, ont été surprises par une centaine d'hommes à bord de pick-up et de motos. On sait également que la force française Barkhane est intervenue en soutien au FAMA avec 2 hélicoptères. 5 soldats maliens ont été rapatriés à Gao par l'armée française. 1 mort et 11 blessés ont également été évacués par la MINUSMA. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télévision du monde. Retrouvez votre chaîne de télévision LTN disponible dans le bouquet CanalSat au niveau du canal 308 et le bonheur s'offre. LTN, la télévision du monde inspirée par vous.